on est tous touchés par la logique d'anxiété. Vous allez comprendre pourquoi, mais très rarement on vous explique vraiment, précisément comment ça fonctionne. Voilà. Ce que je veux faire, moi, c'est commencer cette vidéo avec une promesse. Que tout ce que je vais vous dire sur le cerveau sera utile. Je vais vous donner des informations pratiques qui vont éclairer les causes de l'anxiété et qui vont vous aider à comprendre justement comment changer votre cerveau pour diminuer votre expérience de l'anxiété. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous allez voir que quand on comprend quelque chose, quand on en comprend les mécanismes, on peut beaucoup plus facilement s'en prémunir. D'accord ? Donc je ne vais pas vous présenter des descriptions hyper techniques, détaillées de tout le processus neurologique que ça implique, mais je vous ferai plutôt des explications simplifiées sur la base de l'anxiété dans le cerveau, qui peut vous aider justement, comme je disais, à comprendre pourquoi certaines stratégies vous aideront à contrôler votre cerveau. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a deux voies d'accès de l'anxiété. D'accord ? Si vous ne savez pas ce qui cause votre anxiété, vous allez voir que vous êtes désavantagé quand vous essayez de changer votre anxiété. L'anxiété, elle est créée par le cerveau et ne se produirait pas sans la contribution de certaines zones de votre cerveau. Et vous allez voir que bien que le cerveau soit un système très complexe et interconnecté, je pense qu'il y a encore une grande partie du cerveau qui reste un mystère. On peut quand même aujourd'hui identifier deux sources générales d'anxiété. Il existe également des techniques que vous pouvez utiliser pour cibler ces sources spécifiques d'anxiété qui vous aideront à gérer ou à prévenir plus efficacement l'anxiété que vous ressentez. C'est notamment ce que j'enseigne dans le cadre de Brainologie. On revient, on stay focus. La principale source d'anxiété dans le cerveau est constituée par deux voies neuronales qui peuvent déclencher une réaction d'anxiété. On appelle ça la voie du cortex. C'est celle à laquelle la plupart des personnes pensent quand ils examinent les causes de l'anxiété. Okay ? Et vous en apprendrez beaucoup sur le cortex cérébral humain dans cette vidéo, en tout cas je pense. Pour l'instant, on va dire simplement que le cortex, c'est la voie des sensations, des pensées, de la logique, de l'imagination, de l'intuition, de la mémoire consciente et de tout ce qui va être planification. D'accord ? Le traitement de l'anxiété cible généralement cette voie. Je pense parce qu'il s'agit d'une voie qui est plus consciente. Ce qui signifie que nous avons tendance à être plus conscients de ce qui se passe dans cette voie et avoir plus accès à ce dont cette partie du cerveau se souvient et sur laquelle elle se concentre. Donc si vous constatez que vos pensées se tournent vers des idées ou des images qui augmentent votre anxiété ou que vous êtes obsédé par des doutes, que vous vous préoccupez de vos soucis ou que vous êtes bloqué dans votre tentative de trouver une solution à vos problèmes, vous souffrez probablement d'une anxiété basée sur le cortex. Ça, c'est la première voie. Puis il y a la voie amygdalienne. Okay ? Ça, c'est la deuxième. Okay ? Et cette voie, elle peut créer les effets physiques puissants que l'anxiété a sur le corps. Et les nombreuses connexions de l'amygdale. Okay ? Donc, je parle de l'amygdale, pas des amygdales, d'accord ? Même s'il y en a deux également, mais c'est pas ça là. C'est vraiment l'amygdale. Amygdale, pourquoi ? Parce que l'étymologie d'amygdale, c'est amande. Et que l'amygdale a une forme d'amande dans le cerveau. D'accord ? Donc, l'amygdale est composée de plein de connexions et est connectée à d'autres parties du cerveau qui lui permettent de mobiliser très rapidement plein de réactions corporelles. Et vous allez voir qu'en moins d'un dixième de seconde, l'amygdale peut fournir une poussée d'adrénaline, augmenter la pression sanguine, augmenter le rythme cardiaque, créer une tension musculaire, puis plein de choses encore. D'accord ? Donc la voie de l'amygdale ne produit pas de pensée dont vous êtes conscient et elle fonctionne plus rapidement que le cortex. Ça veut dire quoi ? Elle crée de nombreux aspects d'une réaction d'anxiété sans que vous en ayez conscience ou que vous puissiez la contrôler. Donc si vous avez l'impression que votre anxiété n'a pas de cause apparente, n'a pas de sens logique, vous ressentez généralement les effets de l'anxiété qui découlent de la voie amygdalienne. En fait, votre conscience de l'amygdale, elle est probablement basée sur votre expérience de ces effets sur vous, à savoir les changements corporels, la nervosité, l'envie d'éviter une situation particulière ou le fait d'avoir des pulsions agressives. Vous allez voir que souvent les thérapeutes ne parlent pas de l'amygdale lorsqu'ils traitent les troubles anxieux.
Ce qui est assez surprenant parce que la plupart des expériences de peur, d'anxiété ou de panique sont dues à l'implication de l'amygdale. Même lorsque le cortex est la source de la pensée anxieuse, c'est l'amygdale qui provoque les sensations physiques de l'anxiété. Les battements de cœur, la transpiration, les tensions musculaires, tout ça. D'accord ? Maintenant, lorsque les médecins de famille et les psychiatres prescrivent des médicaments pour réduire l'anxiété, ils se concentrent souvent sur l'amygdale. Même s'ils ne la mentionnent pas à travers ce nom-là. Ces médicaments, par exemple le Xanax, l'Ativan, le Klonopin, ça a pour effet de sédater l'amygdale, de le réduire, d'accord ? De réduire son impact. Et ce sont des médicaments tranquillisants, sont très efficaces parce que ça réduit rapidement l'anxiété puisqu'on agit directement sur la base de l'anxiété. Malheureusement, ils ne font rien pour modifier le circuit de l'amygdale. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que bien qu'ils réduisent la réaction d'anxiété, ils n'aident pas à modifier le circuit de l'amygdale. Ça veut dire quoi ? Bien qu'ils réduisent la réponse de l'anxiété, ça n'aide pas à modifier l'amygdale d'une manière qui serait bénéfique à long terme. Ça veut dire que l'amygdale a de nombreuses fonctions qui ne sont pas liées à l'anxiété. Et alors, on ne va pas les aborder ici, mais c'est important de le comprendre. Et pour comprendre le rôle de l'amygdale dans l'anxiété, c'est important de savoir qu'au cours de votre journée, l'amygdale remarque tout. Remarque les sons, les images, les événements, même si vous n'êtes pas conscient et même si vous n'êtes pas consciemment concentré sur eux. L'amygdale, elle est à l'affût de tout ce qui pourrait indiquer un danger potentiel. Elle détecte un danger potentiel, elle déclenche la réaction de peur, une alarme dans le corps qui nous protège en nous préparant à nous battre ou à fuir. Vous connaissez tout ça, Donc, on va considérer les choses comme ça, si vous voulez. Nous sommes les descendants de personnes effrayées. Là, je vais le répéter parce que c'est très important. Nous sommes les descendants de personnes effrayées. Les premiers humains dont l'amygdale réagissait au danger potentiel et produisait une forte réaction de peur étaient susceptibles de se comporter de manière prudente et de protéger leurs enfants. Ce qui signifiait qu'ils avaient plus de chances de survivre et de transmettre leurs gènes avec leur amygdale effrayée. Ça, ils donnaient tout ça aux futures générations. D'un autre côté, ces premiers humains, qui étaient trop calmes pour s'inquiéter, par exemple, de la présence d'un lion à proximité ou de l'inondation d'une rivière, avaient moins de chances de survivre et de transmettre leurs gènes. Donc grâce à la sélection naturelle, ça va plaire à Darwin, même si je pense qu'un grand pan des travaux de Darwin, c'est une bullshit totale, d'accord ? Notamment sur le fait qu'on vienne des singes. Enfin bref, c'est pas le débat. En tout cas, grâce à la sélection naturelle, les êtres humains vivants aujourd'hui, sont les descendants de personnes dont les amygdales ont produit des réactions de peur très efficaces. Et vous allez voir que la présence... avec les lunettes, ça fait cliquer. La présence d'une amygdale protectrice et génératrice de peur, c'est presque universel chez les humains. D'accord ? Donc c'est pas surprenant que les troubles anxieux soient les troubles mentaux les plus courants. Ça touche aujourd'hui environ près de 40 millions d'adultes aux États-Unis et près de 46 millions d'adultes en Europe. D'accord ? Donc, étant donné que les dangers quotidiens dans nos vies ont été considérablement réduits depuis ces premiers humains, vous vous demandez peut-être pourquoi autant de personnes souffrent de problèmes qui sont liés à l'anxiété. Et bien malheureusement, l'amygdale continue de fonctionner sur la base des leçons qu'elle a apprises de nos très anciens aïeux. Elle nous considère toujours comme des proies potentielles pour d'autres animaux ou pour l'homme, et elle suppose que la meilleure réaction au danger, c'est de courir, de se battre, de se bloquer, et elle prépare le corps à déclencher ces réactions, que ce soit approprié ou pas d'ailleurs, d'accord ? Mais ces réactions de peur ne correspondent pas, vous l'avez compris, aux situations du XXIe siècle, dans lesquelles on vit tous, d'accord ? Et ça ne nous aide pas comme ça le faisait autrefois. Par exemple, les gens voient qu'ils sont prédisposés à craindre les serpents, les araignées, les hauteurs, plus que les voitures, par exemple, ou les armes, ou les prises électriques. Même si tout ce que je viens de citer là, ça peut être parfois beaucoup plus mortel que les serpents ou les araignées. Vous comprenez ça ? C'est intéressant de voir comment on a construit notre psychologie. Autre chose, il semble également que le cerveau de certaines personnes soit plus sensible à cette réaction de peur
qu'elle soit due à la génétique ou au fait de vivre des expériences traumatisantes. Ça aussi, c'est important. Donc, ça, c'est pour la petite histoire et les raisons qui font qu'on en est arrivé là. Maintenant, si vous voulez, on va rentrer dans l'anatomie de l'anxiété. Vous savez que la neuroscience consiste à étudier le développement, la structure et le fonctionnement du système nerveux. Dans le système nerveux, vous avez le cerveau, c'est une part entière, hein. On a plusieurs systèmes nerveux. Et pour expliquer la neuroscience de l'anxiété, je vais devoir vous fournir une description de l'anatomie du cerveau, et en particulier de tout le cortex et de l'amygdale. En comprenant comment ces régions du cerveau fonctionnent et comment elles sont liées les unes aux autres, vous comprendrez ce qui se passe quand le cortex ou la neuroscience vous donnera un aperçu de la façon dont vous pouvez recabler votre cerveau pour résister à l'anxiété. D'accord ? Donc on va voir la première voie qui s'appelle la voie du cortex. Je vais commencer par le cortex parce que lorsque les personnes parlent du cerveau, ils imaginent généralement la couche extérieure grise, ridée du cerveau qu'on appelle le cortex cérébral. D'accord ? Le cortex, il est à l'origine d'un grand nombre de capacités les plus impressionnantes de la race humaine. Mais, comme je vais vous l'expliquer, ces capacités font que le cortex, il est également capable de créer beaucoup d'anxiété. Dans le cortex, on va voir d'abord le cortex cérébral. Chez l'homme, le cortex est plus grand et a des capacités plus développées que celles des autres animaux. Et elle est divisée en deux moitiés, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. En plus, il est divisé en différentes sections qu'on appelle des lobes, qui ont des fonctions différentes, comme le traitement de la vision, de l'audition, d'autres informations sensorielles, et puis il va avoir cette aptitude de les assembler pour vous permettre de percevoir le monde. Le cortex, c'est la partie du cerveau qui perçoit et pense. La partie que vous utilisez, par exemple, pour regarder cette vidéo et entendre ce que je suis en train de dire. D'accord ? En plus de fournir des images, des sons et d'autres perceptions, le cortex donne également un sens et des souvenirs à ces perceptions. C'est-à-dire qu'on va leur donner une intelligence, une compréhension. Okay ? Ça veut dire que vous ne vous contentez pas de voir ou d'entendre ma voix. Okay ? Vous la reconnaissez. Vous allez la rassembler à une voix que peut-être que vous connaissez. Tiens, ça ressemble à la voix de mon père ou à la voix de mon frère. Et vous allez aussi comprendre la signification spécifique de ce que je suis en train de dire. D'accord ? Donc ça va faire sens pour vous. Okay. Et en plus de vous donner la capacité de comprendre et d'interpréter les situations, le cortex, il vous permet d'utiliser la logique et le raisonnement, de produire du langage, d'utiliser votre imagination, de planifier des moyens de répondre aux situations. D'accord ? C'est-à-dire que le cortex, il peut aussi contribuer à modifier votre réaction face à des situations menaçantes. Ce qui est essentiel pour faire face à l'anxiété. D'accord ? Donc, comprenez que le cortex, il est capable d'évaluer l'utilité des réponses que vous allez avoir aux dangers auxquels vous êtes confrontés, en pseudo-danger. D'accord ? Grâce à l'influence de votre cortex, vous pouvez décider de ne pas combattre physiquement, par exemple, votre patron si vous vous sentez en danger d'être licencié, ou choisir de ne pas vous enfuir lorsque vous entendez exploser un feu d'artifice. En fait, en regardant cette vidéo, vous faites exactement la même chose. Ok ? Ça veut dire quoi ? Que vous faites exactement la même chose. En fait, vous utilisez activement votre cortex pour trouver différents moyens de faire face à l'anxiété. En fait, le cheminement du cortex vers l'anxiété commence par vos organes sensoriels. Vos yeux, vos oreilles, votre nez, vos papilles gustatives et même votre peau sont autant de sources d'informations qui vous permettent de percevoir le monde. Okay ? Donc toute votre connaissance du monde est passée par vos organes sensoriels et a été interprétée par différentes parties de votre cortex. Lorsque l'information arrive par vos organes sensoriels, elle est dirigée vers le thalamus, qui est comme une... les neuroscientifiques appellent ça la grande station centrale du cerveau. Okay ? Imaginez que toute l'information arrive et le thalamus redispatche. D'accord ? Le thalamus est une station de relais centrale qui envoie des signaux de vos yeux, de votre alimentation, tout ça au cortex. D'accord ? Quand des informations entrent dans le thalamus, elles sont envoyées aux différents lobes pour être traitées et pour être interprétées. Ensuite, l'information voyage vers les autres parties du cerveau, y compris les lobes frontaux, okay, derrière le front, frontaux,
où l'information est rassemblée pour que vous puissiez percevoir et comprendre le monde. D'accord? Donc maintenant, on va voir les lobes frontaux. D'accord? On a vu le cortex cérébral, on va voir les lobes frontaux. Les lobes frontaux sont l'une des parties du cortex les plus importantes à comprendre, surtout pour l'anxiété. C'est situé directement derrière le front, les yeux, okay? Et ces lobes constituent le plus grand ensemble des lobes du cerveau humain. Et ils sont beaucoup plus grands que les lobes frontaux de la plupart des autres animaux sur la planète. Les lobes frontaux reçoivent des informations de tous les autres lobes et les transmettent ensemble pour permettre de répondre à une expérience intégrée du monde. On dit que les lobes frontaux ont des fonctions exécutives, ce qui signifie qu'ils sont le lieu où se déroule la supervision de plein de processus cérébraux. Les lobes frontaux, en fait, nous aident à anticiper les résultats des situations. Ça va nous permettre de planifier nos actions, ça va initier des réponses et ça va utiliser le retour d'informations du monde pour arrêter ou pour modifier notre comportement. Malheureusement, ces capacités impressionnantes posent également les bases du développement de l'anxiété. Pourquoi? Parce qu'en fait, le trajet du cortex est souvent une source d'anxiété parce que les lobes frontaux anticipent et interprètent les situations, et l'anticipation et l'interprétation conduisent souvent à l'anxiété. Par exemple, l'anticipation peut conduire à un autre processus commun basé sur le cortex qui crée de l'anxiété, ce qu'on appelle l'inquiétude. Okay? C'est exactement ces circuits-là. Et grâce à ces lobes frontaux très développés, l'homme a la capacité de prédire les événements futurs et d'en imaginer les conséquences, ce qui est énorme, parce que les animaux ne le font pas. Okay? Les animaux domestiques, qui semblent dormir paisiblement, comme c'est le cas de mes chiennes là maintenant, ils n'anticipent pas les problèmes du lendemain. Okay? L'inquiétude, c'est une conséquence de l'anticipation de l'annulation des résultats d'une situation. Il s'agit d'un processus basé sur le cortex qui crée des pensées et des images qui provoquent des peurs, de l'anxiété ou du désir. Okay? Souvent l'anxiété. En fait, certaines personnes ont un cortex qui est maître dans l'art de s'inquiéter, de prendre n'importe quelle situation et d'imaginer des dizaines de scénarios avec des résultats négatifs. En fait, certaines des personnes les plus créatives sont aussi parfois les plus anxieuses parce que leur créativité leur donne la capacité de s'attarder sur des pensées et des images extrêmement effrayantes. C'est pour ça que les artistes sont souvent des personnes qui sont, ce que j'appelle moi les romantiques tragiques, sont souvent des personnes qui sont enclins à l'anxiété, à des crises d'angoisse. Donc ça va permettre de comprendre certains pans de la population parfois. Une inquiétude imaginaire courante chez les parents dont les adolescents sont en retard pour le couvre-feu par exemple. Je pense d'ailleurs que tous les ados sont en retard quand on leur donne d'une heure. Okay? Et les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça va être d'imaginer leur enfant blessé. Il a eu un accident, il saigne, il est incapable d'appeler à l'aide. D'accord? Cette image, elle est terrifiante. Elle est complètement inutile à envisager, mais certaines personnes vont finir par anticiper à répétition ce genre d'événements négatifs. C'est-à-dire que si votre habitude de vous inquiéter est suffisamment grave pour qu'elle interfère avec votre vie quotidienne, on va vous diagnostiquer peut-être un trouble d'anxiété généralisée. D'accord? Un autre type de trouble anxieux, c'est le trouble obsessionnel compulsif. Ça peut apparaître lorsque les lobes frontaux créent des pensées obsessionnelles, des cognitions ou des doutes qui ne disparaissent pas, au point que les gens passent des heures chaque jour à se concentrer sur eux. Est-ce que j'ai fermé ma porte? J'ai fermé ma porte? J'ai pas fermé ma porte? Attends, bon, je vais contrôler. Non mais, je viens de fermer la porte ou je l'ai pas fermé ma porte? Vous voyez? Et là, vous avez une personne qui va ouvrir la porte et qui va la fermer peut-être une vingtaine de fois. Donc, les obsessions peuvent parfois conduire une personne à créer des rituels élaborés qui doivent être exécutés pour réduire l'anxiété. Okay? On va prendre l'exemple de Jennifer, qui pensait de manière obsessionnelle à tous les germes qui étaient présents dans sa maison, et elle passait des heures à se laver les mains et à nettoyer certains endroits de sa maison. Puis une fois qu'elle avait fini, elle repartait à zéro, simplement parce qu'elle avait des doutes qui l'amenaient à penser qu'elle avait peut-être touché quelque chose qui avait été contaminé et qui avait contaminé également tout ce qu'elle avait nettoyé. Vous voyez, ce genre de pensée obsessionnelle, ça peut être dû à un dysfonctionnement du cortex cingulaire. C'est une zone des lobes frontaux
situé juste derrière les yeux. Ok ? En clair, lorsque nous parlons du cheminement du cortex vers l'anxiété, nous nous concentrons généralement sur les interprétations, les images et les inquiétudes que le cortex crée, ou sur une pensée anticipative qui crée de l'anxiété lorsqu'un danger peut être potentiellement présent. Et comme je vous l'ai dit, lorsque les thérapeutes aident les gens à modifier leurs pensées pour réduire leur inquiétude, ils se concentrent sur le cheminement du cortex. Ces approches cognitives, elles peuvent être extrêmement efficaces pour réduire l'anxiété qui va être provoquée par le cortex. Maintenant, comme vous le savez, il y a une autre voie neuronale ou neurale, ça dépend des écoles, qui est également impliquée dans la création de l'anxiété, même lorsque l'anxiété commence dans le cortex. C'est la fameuse voie de l'amygdale. Okay ? Cette deuxième voie concerne l'amygdale. Et bien que la voie du cortex vers l'anxiété puisse être plus familière ou compréhensible parce que nous sommes conscients des pensées que ça produit, l'amygdale va initier l'expérience physique de l'anxiété. Ça veut dire que, comprenez que l'amygdale a un positionnement très stratégique, parce que ces connexions dans le cerveau vont lui permettre de contrôler la libération des hormones et d'activer les zones du cerveau qui créent les symptômes physiques de l'anxiété. Donc c'est important. C'est-à-dire que de cette façon, l'amygdale exerce des effets très puissants et immédiats sur le corps. Et ça, c'est très important de le comprendre pour remettre les choses à leur place. Ok ? L'amygdale est située près du centre du cerveau. Okay ? Et comme je vous l'ai déjà dit, le cerveau, il a en fait deux amygdales. Une dans l'hémisphère gauche et une dans l'hémisphère droit. Okay ? Mais d'usage, on ne désigne pas l'amygdale gauche ou droit. On va désigner l'amygdale comme quelque chose faisant partie d'une seule et même bloc. D'accord ? Donc, on va continuer avec ça. Je vous parlerai de l'amygdale et pas de l'amygdale gauche ou droite. D'accord ? La position de l'amygdale droite, en fait, peut être estimée en pointant l'index gauche sur l'œil droit. L'index gauche sur l'œil droit. Ok ? Dans le conduit auditif droit. Donc, je vais prendre mon doigt, je pars de l'œil, je pars ici. Ok ? Et en fait, le point d'intersection des lignes de vos doigts, okay, si je fais par exemple ça, je mets ça sur l'œil, et là ici, le point d'intersection, vous aurez l'amygdale droit. Okay. Si je fais comme ça ici, je vais avoir le point d'intersection sera l'amygdale gauche. D'accord ? Comme l'amygdale, c'est une structure en forme d'amande, okay, c'est pour ça que je vous disais en grec, je crois que c'est du grec, amygdale, ça vient du grec, ça veut dire amande. Okay ? Donc l'amygdale, c'est à l'origine de la plupart de vos réactions émotionnelles, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs. D'accord ? Quand quelqu'un viole votre espace personnel, par exemple, ou vous rentre dedans, c'est l'amygdale qui produit la rage que vous ressentez. La réaction, c'est l'amygdale. D'accord ? Autre chose, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui ressemble à votre grand-mère, ou que vous éprouvez un sentiment d'affection chaleureux pour cette dame que vous ne connaissez même pas, hein, c'est aussi l'amygdale. Et dans ce cas-là, ça donne l'accès à un souvenir émotionnel très agréable. L'amygdale, à la fois, forme et rappelle les souvenirs émotionnels. Si vous comprenez ça, vos réactions émotionnelles auront probablement beaucoup plus de sens pour vous. D'accord ? Ça forme et ça rappelle les souvenirs. D'accord ? Ça forme, ça crée de nouveaux schémas émotionnels et ça rappelle les souvenirs émotionnels. Dans tout ça, on a le noyau latéral. L'amygdale, il est divisé en plusieurs petites sections. Mais on va se concentrer principalement sur deux d'entre elles qui jouent un rôle essentiel dans la création de réponses émotionnelles, comme la peur et l'anxiété. Le noyau latéral, c'est la partie de l'amygdale qui reçoit les messages des sens. Et quand je perçois les sens, ça touche dans mon amygdale le noyau latéral. Okay ? Ça veut dire que ce noyau latéral scrute en permanence vos expériences et est prêt à répondre à toute indication de danger. Okay ? C'est un système d'alarme intégré. Son rôle, c'est d'identifier toutes les menaces que vous voyez, que vous entendez, que vous sentez, que vous ressentez, et c'est d'envoyer un signal de danger. Il va tirer ces informations directement du thalamus. En fait, il reçoit les informations avant le cortex, et ça, c'est important de le garder à l'esprit.
il reçoit l'information avant le cortex. Ok? Il reçoit l'information avant le cortex. Donc logiquement, la réaction elle peut être émotionnelle avant, plutôt que de la réflexion. Ce que je veux dire, on va déclencher parfois des réactions physico, chimico, émotionnelles, ok, avant que ça arrive à notre conscience. Si le noyau latéral reçoit des informations aussi rapidement, c'est parce que l'amygdale est câblée pour réagir rapidement. Le but, c'est de sauver notre vie. D'accord ? Donc sa réponse est très rapide. Et sa réponse rapide est possible grâce à un raccourci dans le câblage du cerveau qui permet aux informations d'arriver directement au noyau latéral de l'amygdale. D'accord ? Quand nos yeux, nos oreilles, notre nez ou le bout de nos doigts ou de notre langue reçoivent des informations, ces informations vont voyager dans nos organes sensoriels vers le thalamus qui les envoie directement à l'amygdale. En même temps, le thalamus envoie également les informations aux zones appropriées du cortex pour un traitement, je veux dire, de plus haut niveau. D'accord ? Maintenant, l'amygdale reçoit les informations avant que ces informations ne puissent être traitées par les différents lobes du cortex. Ça signifie que le noyau latéral de l'amygdale peut réagir pour vous protéger du danger avant même que votre cortex ne sache quel est le danger. Vous traversez la rue, vous entendez un crissement de pneus, vous allez vous protéger. Vous n'avez pas eu le temps de réfléchir, tiens, qu'est-ce qui se passe là maintenant ? Non. Vous avez eu la protection et juste après vous dites, ah mais non, c'est pas, c'était de l'autre côté de la rue. D'accord ? Ça c'est très important et regardez la figure, regardez l'illustration que je vous donne là, ça va être très clair. Donc regardez cette figure, vous pouvez voir les voies qui mènent à l'anxiété dans cette illustration. En fait, les informations vont directement du thalamus à l'amygdale, ce qui va permettre à l'amygdale de réagir avant que vous n'ayez le temps d'utiliser votre cortex pour réfléchir. Et vous allez voir que, bien que ça puisse paraître étrange, si vous considérez vos propres expériences, vous pouvez probablement vous rappeler de certaines fois où ça s'est produit. Par exemple, avez-vous déjà été dans une situation où vous avez réagi instinctivement avant d'avoir eu le temps de savoir à quoi vous réagissiez? Ok. Allez, je vais vous parler de Mélinda. Mélinda est une petite fillette de 10 ans qui cherchait du matériel de camping dans le sous-sol de sa maison. Elle a franchi une porte et elle est repartie en courant de peur. Sa réaction a été déclenchée par un manteau accroché à un porte-manteau. En fait, son amygdale a réagi à la forme du manteau, qui aurait pu être une forme un peu humaine. Ça l'a fait sursauter. Elle a pensé que c'était un intrus. Donc, elle a dégagé avant même qu'elle ne réalise ce qu'elle avait vu. Ça veut dire que par mesure de sécurité, une fois encore basée sur l'évolution, l'amygdale, elle est câblée pour réagir avant que le cortex ne puisse le faire. Le cortex, axé sur les détails, prend plus de temps pour traiter les informations qui vont provenir du thalamus. Donc, dans le cas de la petite Mélinda, l'information visuelle doit être envoyée au lobe occipital, à l'arrière de la tête, et de là, elle est envoyée aux lobes frontaux où l'information elle est intégrée et où elle va pouvoir faire des choix qui seront différents. D'accord ? C'est la raison pour laquelle Mélinda a immédiatement sauté en arrière. Elle est partie et s'est remise après, en un instant, elle s'est reprise en elle-même, puis elle a repris la recherche du matériel de camping. Pourquoi ? Il a fallu un moment à son cortex pour fournir l'information que la forme sombre, c'était qu'un manteau et que c'était donc du coup tout à fait inoffensif. Okay. Autre partie très importante, c'est le noyau central. Ça veut dire quoi ? L'amygdale peut accomplir sa réaction rapide grâce aux propriétés spéciales d'un autre noyau qui appartient à l'amygdale, qui s'appelle le noyau central. Et ce petit mais très puissant groupe de neurones est relié à un certain nombre de structures qui est très influent du cerveau, notamment c'est relié à l'hypothalamus et au tronc cérébral. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce circuit peut signaler au système nerveux sympathique. Je vous rappelle que sympathique, c'est le système qui accélère tout, adrénaline, cortisol, d'accord ? Donc, il va signaler au système nerveux sympathique d'activer la libération d'hormones dans la circulation sanguine, d'augmenter la respiration, d'activer les muscles, et tout ça, ça peut se faire en une fraction de seconde.
Ça veut dire que la connexion étroite du noyau central aux éléments du système nerveux sympathique, ça va permettre à l'amygdale d'exercer en fait une très très grande influence sur l'organisme. Le système nerveux sympathique est composé de neurones dans la moelle épinière. Et ça, là, c'est relié à presque tout le système d'organes du corps. Ce qui permet au système nerveux sympathique d'influencer des dizaines de réponses. La dilatation de vos pupilles, le rythme cardiaque. En fait, le rôle du système nerveux sympathique, c'est de créer la réponse de combat ou de fuite. Un effet qui est équilibré par les influences du système nerveux parasympathique, qui nous permet de nous reposer et de digérer. D'accord? Donc on a besoin des deux. Un système qui accélère et un système qui ralentit. Le système qui accélère, c'est le système nerveux sympathique. Je ne vois pas pourquoi sympathique, ok? En tout cas, pas dans le sens qu'on pourrait l'imaginer, mais dans le sens médical du terme. Et le système nerveux parasympathique, lui, il rend les choses beaucoup plus cool. D'accord? Quand vous faites de la cohérence cardiaque, vous stimulez, vous faites switcher le système nerveux sympathique à parasympathique. C'est pourquoi la cohérence cardiaque est l'un des systèmes qui garantit le mieux la gestion du stress et le fait de pouvoir gérer l'angoisse et l'anxiété sur la durée. Mais je vous en parlerai très prochainement. J'ai du très grosses nouvelles, du très gros scoop sur la cohérence cardiaque. D'accord? Je mets ça de côté. Dans les situations qui vont susciter la peur, le noyau latéral va envoyer des messages au noyau central pour activer le système nerveux sympathique. D'accord? En même temps, le noyau central va activer également l'hypothalamus. L'hypothalamus, il contrôle la libération de cortisol, la libération d'adrénaline, des hormones qui préparent l'organisme à une action immédiate. Ces hormones sont libérées par les glandes surrénales, au-dessus des reins, d'accord, au sommet des reins. Et en fait, le cortisol augmente le taux de sucre dans le sang, ce qui vous donne l'énergie nécessaire pour utiliser vos muscles, notamment pour fuir ou pour vous battre. D'accord ? L'adrénaline, également appelée ce qu'on appelle l'épinéphrine, va vous donner une sensation d'énergie qui renforce vos sens, qui augmente votre rythme cardiaque et votre respiration. Et ça peut même vous éviter de ressentir des douleurs. Toutes ces réponses proviennent de la voie amygdalienne. Quand dans les films américains, parce qu'en France, je n'ai pas vu, mais quand dans les films américains, le mec il prend l'espèce de seringue, il a son collègue qui a pris 14 balles dans le corps, mais il veut quand même le ramener à la maison parce qu'il a promis à ses enfants qu'il le ramènerait à la maison, et qu'il prend une seringue et qu'il lui donne la seringue dans le cœur, ok, c'est une décharge d'épinéphrine. D'accord ? Donc il est clair que l'amygdale exerce une grande puissance lorsqu'il s'agit de déclencher des réactions physiques en une fraction de seconde. Et ça aussi s'explique en partie par le fait que l'amygdale elle est située stratégiquement dans une zone centrale du cerveau avec un accès immédiat aux informations qui proviennent des sens. Okay, et c'est une position qui est stratégique, très avantageuse pour influencer les parties du cerveau qui peuvent modifier très rapidement les fonctions corporelles essentielles. Et c'est pour ça que l'amygdale, elle fait partie du système limbique. D'accord ? Le cortex, le limbique. Et le limbique, c'est plus la dimension du système des ressentis émotionnels. D'accord ? Être conscient du fonctionnement de l'amygdale, c'est une pièce très importante dans la logique d'anxiété. Autre chose qu'il faut comprendre, c'est le rapport au temps. Comme vous pouvez le voir, il y a une distinction claire entre l'amygdale et le cortex. C'est qu'en tout cas, les deux ils vont fonctionner à des horaires un peu différents. L'amygdale peut vous faire agir sur des informations plus tôt que votre cortex ne peut, parce qu'il a un temps de traitement qui est plus long, d'accord ? Parce qu'il va orchestrer une réponse corporelle, mais que ça prend plus de temps, alors que l'amygdale a déjà orchestré cette réponse corporelle, avant même que le cortex il ait fini d'organiser les informations pour que vous les perceviez. Alors bien sûr c'est bénéfique dans certaines situations. Le fait que nous ayons un peu de contrôle sur les réactions rapides de l'amygdale signifie que nous éprouvons nos réactions de peur et d'anxiété, okay, plutôt que de les contrôler consciemment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la réaction rapide qui résulte de la voie de l'amygdale, c'est généralement appelé la réaction de combat ou de fuite. Vous connaissez probablement ce phénomène, ça prépare l'organisme à réagir rapidement dans une situation dangereuse. La plupart d'entre nous, on a vécu cette réaction et on peut se rappeler des fois où nous avons ressenti une poussée d'adrénaline, on a réagi de manière irréfléchie, immédiate, mais c'était pour nous protéger d'une menace.
Combien de personnes ont été sauvées de l'autoroute grâce à des réactions instinctives, ont été rapides comme l'éclair, et ça s'est produit dans l'amygdale. Je me rappelle un soir, à l'époque j'habitais la Haute-Savoie, je rentrais, je roulais peut-être un peu trop vite, c'est vrai, mais je rentrais de nuit de Paris à Annecy où j'habitais, et à un moment donné je vois des feux qui arrivent sur moi, et je pensais que je me suis mis à ralentir un tout petit peu parce que je roulais assez vite. Et au dernier moment, je vois des deux feux en face de moi et j'ai juste eu le temps de les éviter. J'ai senti le souffle de la voiture et en fait, il y avait une personne qui roulait à contresens dans ma direction sur l'autoroute. Il était à peu près 3h du matin. Je vois ça, je fais waouh, je m'arrête, j'ouvre la porte et à ce moment-là, je me suis mis à vomir. C'est-à-dire que j'ai compris que je venais de passer à côté de quelque chose d'extrêmement important et de grave. J'ai appelé les services de police qui m'ont appelé peu de temps après, et c'est une personne qui avait décidé de se suicider. Voilà. Donc juste pour la petite histoire, j'ai été convoqué à la gendarmerie dans la nuit, ils m'ont demandé de faire la demi-tour, et quand j'ai vu ce monsieur, ma réaction était extrêmement violente. Déjà qu'il se suicide, je trouvais ça... Mais d'embarquer quelqu'un d'autre avec toi. Et c'était une personne qui travaillait sur les autoroutes, qui avait décidé de... Enfin bref. On a évité un drame, mais je crois que si j'avais pas eu mon système amygdalien, je serais pas en train de faire des vidéos aujourd'hui, ce serait dommage. D'accord ? On met ça de côté. Oui, par exemple, regardez, c'est intéressant parce que tout à l'heure, je vous disais que parfois ça forme et ça réactive. Mais le simple fait de penser à ce moment-là, je ressens déjà aussi en partie l'émotion. Et je pourrais limite me sentir un peu en colère, énervé, et pas bien. Bon, on revient, focus. Le noyau central de l'amygdale, c'est le lieu où la réaction de lutte ou de fuite est déclenchée. Donc, être conscient de ces réactions rapides, déclenchées par la voie de l'amygdale, c'est ça qui va nous aider à comprendre et à faire face à l'expérience physique de l'anxiété, y compris la réaction d'anxiété la plus extrême, ce qu'on appelle une crise de panique, qui est une réaction d'anxiété extrême. D'accord ? Les personnes qui souffrent de troubles de panique ou de crise de panique, en fait, trouvent utile de reconnaître qu'il y a plein d'aspects d'une crise de panique qui sont liés à l'activation de l'amygdale, de la réaction de lutte ou de fuite. Le cœur qui bat, les tremblements, les troubles gastriques, l'hyperventilation, tout ça, c'est lié aux tentatives de l'amygdale de préparer le corps à l'action. Et en fait, ces symptômes font souvent penser à une attaque ou une crise cardiaque ou à un petit moment de folie, quoi. Quand les gens comprennent que les racines d'une crise de panique se trouvent souvent dans les tentatives de l'amygdale de préparer le corps à répondre à une urgence, et bien, curieusement, quand ils ont pris conscience de ça, ils sont moins susceptibles d'être troublés par ces préoccupations. En fait, les réactions de combat ou de fuite sont les réactions de peur les plus connues. Mais l'amygdale peut aussi produire une autre réponse à la peur qui est moins reconnue, se figer ou devenir immobile. Okay ? Par exemple, vous avez peut-être vu des personnes qui, sur les caméras vidéo, il y avait une agression dans un métro et les gens ne bougent pas. Okay ? Ils sont figés. Et là aussi, c'est une réponse amygdalienne. Je vais vous dire une fait, c'est-à-dire que souvent on dit « mais comment ils ne réagissent pas ?» En fait, parfois ils vont réagir, mais trop tard. Parce que la réaction, comme ils n'ont pas été préparés, l'amygdale va figer. Okay ? En fait, on préfère le terme de réaction de combat, de fuite ou de gel, parce que beaucoup de gens disent se sentir paralysés lorsqu'ils sont soumis à un stress extrême. Et aussi étrange que ça puisse paraître, pour nos ancêtres, la réaction de gel, ça pouvait être aussi utile que le fait de se battre ou de fuir. Par exemple, j'avais une fois traversé j'avais fait un petit bout de trip avec un trappeur canadien. Donc on était comme ça dans un fleuve et puis on dormait. Le gars m'expliquait qu'il y avait des ours et qu'il expliquait que l'une des meilleures façons de réagir à une attaque d'un ours, curieusement, c'était de faire le mort. Donc on peut imaginer que devant certaines bêtes, il fallait fuir, et que devant d'autres, il fallait faire le mort. Donc ces trois réactions, fuir, combattre, se figer, ce sont des réactions qui sont des réactions aussi profondément intelligentes. Okay ? Regardez les lapins. Un lapin qui reste immobile lorsque vous prenez votre chien devant son lit, ou ceux qui se figent immobiles devant les phares de votre voiture. D'accord ? Voilà. C'est ça. Quand vous êtes confronté à la réaction de lutte, de fuite ou de gel, l'amygdale
est sur le siège du conducteur et c'est vous qui êtes le passager. Okay, ça veut dire quoi? C'est la raison pour laquelle, dans les situations d'urgence, vous avez souvent l'impression de vous observer en train de réagir plutôt que de contrôler consciemment votre réaction. Il y a une raison pour laquelle nous ne nous sentons pas en contrôle dans ces moments-là ou en contrôle de notre anxiété. L'amygdale, elle n'est pas simplement plus rapide, elle a aussi la capacité neurologique de passer outre à d'autres aspects cérébraux. Moi, je me rappelle que c'était en 2003, j'étais en retard pour aller faire du sport. Je roulais un petit peu trop vite. À l'époque, j'habitais un petit village qui s'appelle Serval, à côté de Thônes, pour ceux qui connaissent. Et j'allais sur Annecy. Il faisait -7 dehors. Et comme j'étais en retard, j'ai roulé un petit peu trop vite. Je sors d'un virage, il y a un papy qui faisait demi-tour avec sa 4L. Je l'ai évité, mes 2 pneus ont touché le bord. Il faisait juste -7 dehors, il y avait de la neige. Et j'ai fait 3,5 tonneaux avec ma voiture, avec un cabriolet. Bon, heureusement, je m'en suis très bien sorti. Je serais passé de l'autre côté, ça aurait été différent parce qu'il y avait un ravin de l'autre côté. Donc franchement, j'en suis très bien sorti. Mais je me rappelle qu'à ce moment-là, quand je fais les tonneaux, tout dans ma tête se passe au ralenti. C'est comme si je me voyais au ralenti. Et toutes les personnes qui ont eu des expériences ou de mort imminente ou de danger imminent vont vous dire, bah franchement, je voyais ma réaction, quoi. D'accord? Bon, je mets ça de côté. Il existe plein de connexions entre l'amygdale et le cortex, et c'est ça qui permet à l'amygdale d'influencer fortement la réponse du cortex à différents niveaux. Alors que les connexions entre le cortex et l'amygdale, curieusement, elles sont moins nombreuses. La conséquence de ça, c'est quoi, mes chouchous? Il est littéralement vrai que vous ne pouvez pas penser quand l'amygdale prend le contrôle. Les processus de pensée du cortex sont supplantés et vous êtes sous l'influence de l'amygdale. Et bien que vous puissiez mettre en doute l'utilité de ce deal-là, il est important dans certaines situations. Okay? Est-ce qu'il serait sage pour votre cerveau d'attendre que le cortex analyse la marque, le modèle, la couleur d'une voiture qui traverse la ligne centrale, qui est en train d'arriver vers vous violemment, et de prendre en compte des détails comme l'expression du visage du conducteur avant d'avoir une réaction? Je ne suis pas sûr. Donc il est clair que la capacité de l'amygdale à neutraliser le cortex, ça peut littéralement nous sauver des vies. En fait, je suis sûr que pour la plupart d'entre vous, ça l'a déjà fait. Être conscient de la capacité de l'amygdale à prendre le dessus, c'est crucial pour les personnes qui veulent lutter contre l'anxiété. Et c'est un rappel que le cerveau, il est câblé pour permettre à l'amygdale de prendre le contrôle en cas de danger. D'accord? Et à cause de ce câblage, il est difficile d'utiliser directement le processus de pensée basé sur la raison qui se produisent dans les niveaux supérieurs du cortex pour contrôler l'anxiété qui va être basée sur l'amygdale. Ça veut dire quoi? Vous avez peut-être déjà reconnu que votre anxiété n'a souvent pas de sens pour votre cortex. Okay? Et que votre cortex ne peut simplement pas la raisonner. D'accord? En plus, l'amygdale peut également influencer le cortex en provoquant la libération de substances chimiques qui influencent l'ensemble du cerveau, y compris le cortex. Et combien de fois on s'est retrouvé avec des personnes, on dit mais attends, tu te rends compte que tu es en train de flipper pour rien. C'est complètement dans ta tête que c'est en train de se passer. Mais comprenez que cette personne, elle ne peut pas raisonner puisque son schéma, c'est un schéma amygdalien. Et quand je parle des substances chimiques, ces substances chimiques peuvent littéralement changer votre façon de penser. Donc, la conséquence de ça, c'est très important. Les stratégies pour faire face à l'anxiété basées sur l'amygdale vont être essentielles. Même si les approches qui sont centrées sur le cortex sont plus couramment proposées dans les traitements, alors naturellement le but c'est d'apprendre des techniques pour contrôler les réponses à l'anxiété basées sur l'amygdale. D'accord? Et pour ça, il faut comprendre le circuit du cerveau. Ok? Grâce à ce que je viens de vous expliquer, je regarde juste le temps, c'est une grande vidéo mais c'est important. Okay? Grâce à ce que je viens de vous expliquer, vous savez maintenant quelles parties du cerveau sont impliquées dans les différents types d'anxiété. Vous savez que la voie du cortex va produire des inquiétudes, des obsessions, des interprétations qui créent l'anxiété. Et vous savez que l'amygdale déclenche les réactions corporelles qui constituent la réponse de combat, de fuite ou de « je me gêne ». D'accord ? Donc beaucoup de gens trouvent un certain réconfort à savoir simplement d'où viennent les différents symptômes parce que du coup leurs réactions ont un sens et que vous allez comprendre que vous n'êtes pas fou. Okay ? Maintenant,
que vous comprenez les parties du cerveau qui sont impliquées dans la création de l'anxiété, vous êtes probablement intéressé par la façon dont vous pouvez changer la façon dont ces parties réagissent ensemble. D'accord ? Et pour ça, vous devez modifier les circuits du cerveau. Le cerveau, il est composé de milliards de cellules connectées qui forment des circuits qui contiennent vos souvenirs, produisent vos sentiments et initient toutes vos actions. Ces cellules sont appelées des neurones ou cellules nerveuses et constituent les éléments de base du cerveau. Et en fait, c'est grâce à elles que votre cerveau est doté de la neuroplasticité, la capacité de se modifier et de modifier ses réponses. Et sur la base de votre expérience, les neurones de votre cerveau sont capables de modifier leur structure et donc leur mode de réponse. Okay ? Donc comprendre comment les neurones fonctionnent, c'est ça qui va vous aider à apprendre des stratégies qui vous permettront de recabler le circuit de votre cerveau qui crée l'anxiété. Et c'est ça qui va vous aider également à comprendre les effets des médicaments anti-anxiété sur le cerveau. Quelques mots sur les neurones. Les neurones sont composés de 3 parties fondamentales. Vous avez le corps de la cellule, qui contient la machinerie, la cellule en elle-même, y compris le matériel génétique qui dirige la construction de la cellule. Vous avez les dendrites, qui ressemblent aux branches d'un arbre. C'est une sorte de corps cellulaire. Okay ? Et les dendrites sont une partie essentielle du système de communication entre les neurones. C'est là qu'il va y avoir, c'est là où les dendrites communiquent à travers les synapses et à travers ce qu'on appelle l'espace synaptique. Okay ? Elles s'étendent vers d'autres neurones pour recevoir des messages qui voyagent entre les différentes neurones au moyen de processus chimiques. En fait, les dendrites reçoivent les messages des axones, donc le corps de la cellule, les axones, le grand filament, okay, et les dendrites. Okay. Les axones ne touchent pas les dendrites et envoient plutôt leur message en libérant des substances chimiques qu'on appelle les neurotransmetteurs dans l'espace entre l'axone et le dendrite qu'on appelle l'espace synaptique. L'adrénaline, la dopamine, la sérotonine sont des exemples de neurotransmetteurs. Okay ? Vous les connaissez et vous les connaissez extrêmement bien. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que tout ça est bien orchestré. L'espace entre un axone et un dendrite, qu'on appelle la synapse, okay, et ben dans ce minuscule espace, la communication entre les neurones va se produire. À l'extrémité de l'axone, ce qu'on appelle la terminaison de l'axone, il y a des petits sacs qui contiennent des neurotransmetteurs en préparation pour l'envoi d'un message chimique. Et vous allez voir que certains neurotransmetteurs excitent le prochain neurone, tandis que d'autres inhibent ou le calment. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement simple à comprendre dans la structure et dans son mode de fonctionnement. Si vous regardez bien maintenant, on voit à travers cette petite figure une synapse entre deux neurones, donc l'espace synaptique. Bon, vous avez compris, les neurotransmetteurs sont appelés des messagers chimiques parce quand ils traversent l'espace synaptique, c'est comme s'ils portaient un message au prochain neurone. D'accord ? Neurotransmetteurs. Et les neurotransmetteurs se connectent à des sites de récepteurs sur les dendrites du prochain neurone et vont avoir un effet similaire à c'est comme si on mettait une clé dans une serrure. D'accord ? Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il suffit de dire que lorsqu'un neurotransmetteur se connecte au site récepteur, il va faire réagir le neurone d'une certaine façon. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a une espèce de mise à feu qui va se produire quand une charge positive se déplace des dendrites réceptifs d'un neurone à travers le corps de la cellule jusqu'à l'axone et à l'autre extrémité. L'axone va libérer alors des neurotransmetteurs à partir de son mode de fonctionnement, de ses terminaux. Ça va transmettre le message chimique à un autre neurone qui le transmet à son tour et ainsi de suite. Et là, vous venez de voir ce qu'on appelle une connexion neuronale. D'accord ? Donc les neurones fonctionnent sur la base de messages chimiques entre les neurones et les charges électriques avec les neurones. Chaque sensation que vous ressentez, de la vue de ces mots, du fait que vous les entendiez, okay, quand vous entendez un chant d'oiseau par exemple dans votre jardin, tout ça c'est traité dans votre cerveau par les neurones. Les sensations que vous éprouvez, comme les ondes lumineuses qui pénètrent dans vos yeux, les vibrations de l'air qui frappent vos tympans, sont traduites en signaux électriques à l'intérieur des neurones, et ces signaux sont ensuite communiqués à d'autres neurones par l'intermédiaire de neurotransmetteurs. Et vous allez voir que grâce à ces processus de communication, le cerveau va construire des circuits de neurones qui travaillent ensemble pour stocker les souvenirs.
pour créer des réactions émotionnelles, pour initier des processus de pensée, bref, pour produire des actions. D'accord ? Quand les scientifiques ont découvert que les messages envoyés entre les neurones étaient basés sur des neurotransmetteurs envoyés d'un neurone à l'autre, ils ont commencé à développer des médicaments qui pourraient cibler ce processus. Et en fait, il y a plein de médicaments couramment utilisés pour traiter l'anxiété. Le Lexapro, le Zoloft, très fort, trop fort, l'Effexor, le Cymbalta. Ça, ils ont été conçus pour augmenter la quantité de neurotransmetteurs disponibles dans la synapse afin d'affecter les circuits dans certaines zones du cerveau. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Et j'arrive sur la fin de cette vidéo. C'est que si vous comprenez que vous avez deux circuits, mais que vous comprenez que ces circuits aussi, ils appartiennent à un réseau de communication neuronale, ça veut dire que plus vous allez entraîner votre cerveau à travailler, plus vous allez réduire la base de stress, plus vous allez stimuler le système nerveux parasympathique, et mieux ce sera. Et pour ça, je vais vous donner deux choses. Deux choses qui sont liées à la respiration. Alors, je vous renvoie sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo, je pense, intéressante sur la cohérence cardiaque. Faites David Lefrançois, cohérence cardiaque. Chaque fois que vous allez faire des exercices de cohérence cardiaque, à chaque fois, eh bien, vous allez stimuler le système nerveux autonome parasympathique. Vous réduisez l'impact et la force du système amygdalien. Vous renforcez grâce à ces respirations aussi l'influx nerveux, l'afflux de sang, l'afflux d'oxygénation au niveau du cortex. Donc ça, c'est important de comprendre que la cohérence cardiaque, qui est un outil extrêmement simple, le plus simple, c'est j'inspire sur 5 temps, j'expire sur 5 temps, et je ne bloque pas ma respiration jamais. J'inspire, j'expire. Regardez la vidéo sur ma chaîne YouTube, Cohérence cardiaque, David Lefrançois, cohérence cardiaque. Franchement, vous avez juste à suivre en plus, c'est plutôt facile. D'accord ? On sait que 5 minutes de cohérence cardiaque sont suffisantes pour faire basculer le système nerveux autonome sympathique à parasympathique. Je me suis beaucoup passionné pour la cohérence cardiaque. J'adore cet outil parce que pour moi, c'est l'un des outils les plus simples à mettre en œuvre. On n'a pas besoin d'un grand niveau de concentration, même si, et j'ai bien dit, c'était le défaut de la cohérence cardiaque, parce que je suis en train de travailler avec un chercheur à Jérusalem qui vient de proposer la prochaine génération d'outils de cohérence cardiaque, où là, le système vous met directement en cohérence cardiaque sans même que vous ayez à vous concentrer sur la chose. Ce qui est assez fabuleux. C'est-à-dire qu'en utilisant notamment certains sons spécifiques, une musique spécifique et une technologie spécifique, le système va d'abord se caler, se coordonner à votre rythme cardiaque, puis ensuite va le modifier. Ce qui est juste énormissime, ça veut dire que d'abord vous pourrez être beaucoup plus souvent en cohérence cardiaque, plus besoin de vous concentrer, plus besoin de faire attention, d'imaginer. Le système vous met en cohérence cardiaque, et ça à plein de moments de la journée. Donc déjà, restez attentifs parce que je pense qu'en début d'année prochaine, je vous donnerai beaucoup d'informations là-dessus, mais gros outil à utiliser, c'est la cohérence cardiaque, qui va équilibrer tout le système et donner parfois plus la chance au système cortical de réagir. D'accord ? Et ça, c'est très important parce qu'en fait, c'est une sorte d'entraînement. On ne peut pas attendre d'une personne qu'elle soit championne du monde dans n'importe quelle discipline du jour au lendemain, elle a besoin d'entraînement. Pour que votre cerveau soit habitué à avoir une réaction calme dans une situation qu'elle peut considérer comme dangereuse, il faut l'entraîner. Si vous faites agresser dans la rue, votre réaction va être disproportionnée, fuite, combat. Là. Maintenant, si vous avez été formé pour ça, si on vous a enseigné les arts martiaux, si on vous a mis dans des situations, si vous avez déjà fait des compétitions, si vous avez l'habitude de vous battre, il est évident que quand la situation va arriver, vous allez savoir gérer la situation. Parce que plutôt que d'être en panique, parce que trop d'afflux d'informations et que je ne réfléchis plus, c'est aussi la raison pour laquelle il y a des personnes qui pratiquent les arts martiaux toute une nuit et qui en situation de rue vont se faire balayer. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas préparés. Et que là, du coup, tout ce que tu as appris ne fonctionne plus. Ou des personnes qui sont entraînées toute leur vie, en phase de compétition, il n'y a plus rien. Ou des personnes qui ont pris toute l'année, en phase d'examen, plus rien. L'entraînement. Plus je vais m'entraîner,
et plus... ça veut dire, et l'entraînement, ça peut être aussi, par exemple, me mettre en cohérence cardiaque et simplement imaginer le pire d'un scénario tout en restant calme. Et bien ça, là, ça entraîne profondément votre système. Autre chose, et ça, je le tiens de ma prof de yoga, je ne sais pas si vous le savez, mais on respire pas de la même façon dans la journée. Parfois, on va avoir une narine directrice. Ok ? Vous comprenez ça quand vous avez le nez bouché, notamment la nuit. Vous allez vous rendre compte que parfois, vous avez le nez gauche qui est bouché, puis après, c'est le nez droit. Vous ne comprenez pas pourquoi. Pourquoi ? Parce que parfois, on va avoir une narine directrice. Sachez que la narine gauche, elle est reliée au système parasympathique, et la narine droite est reliée au système sympathique. D'accord ? Je vous ai montré, notamment cerveau gauche, cerveau droit, enfin cerveau droit, cerveau gauche, c'est qu'il y a une raison. Okay ? Parce que quand je vais stimuler mon cerveau droit en masse, c'est beaucoup plus facile de faire passer en système parasympathique quand je stimule mon cerveau droit. Donc, si vous bouchez votre narine comme ceci, et que vous inspirez un peu plus longtemps, et vous expirez un peu plus longtemps, avec votre narine gauche, alors ne forcez pas trop parce que là, vous suroxygénez beaucoup votre cerveau et vous risquez d'avoir un petit malaise, en tout cas un petit vertige. Vous respirez simplement. Si vous faites ça, on sait qu'au bout de 7 respirations, ça stimule le système nerveux sympathique. C'est pour ça qu'en yoga, vous allez avoir des personnes qui vont faire ça. Mettre la main ici sur le troisième œil, ils vont stimuler un coup. J'inspire par la narine gauche. Ok. Cette forme de respiration permet de stimuler les différents systèmes. Mais là, parfois, ce que l'on veut, c'est simplement boucher la narine droite. J'inspire par la narine gauche. J'inspire un tout petit peu plus longtemps. J'expire un tout petit peu plus longtemps. J'envoie un système très fort à mon système nerveux de se calmer grâce à ça. Et du coup, je peux envisager les différents scénarios. Et ces différents scénarios, même s'ils sont catastrophiques, je peux les gérer. Et là, en fait, je suis en train d'entraîner tout simplement mon système nerveux à ce que la réaction ne soit pas systématiquement amygdalienne, mais plus sur le cortex. En tout cas, quand ce n'est pas une situation de danger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous aime. À revoir, je vous ai donné beaucoup d'informations. Je vous rappelle que dans le cadre de la formation, notamment de brainologie, c'est une information que je donne énormément. Je vous explique comment fonctionnent tous les systèmes pour reprendre le contrôle de vos schémas anxieux à travers tout votre cerveau, parce que ça, c'est une approche globale aussi. Voilà. Je vous aime. À très bientôt.